Bonjour Florian Philippot. Bonjour. L'Euro de foot débute à la fin de la semaine, vendredi prochain, dans une ambiance assez tendue, en tout cas sur le plan social. Est-ce que, comme le président de la République à mots couverts et comme le président de la SNCF, de façon très précise, vous demandez aux grévistes, par exemple, de suspendre leur mouvement ? Ce que je demande aux grévistes, aux travailleurs, c'est, pour le coup, il y a le contexte de la loi travail, et cela, je pense que c'est de la responsabilité du gouvernement si la situation a dégénéré, et il est toujours temps de retirer cette loi dont personne, absolument personne, ne veut. On peut éviter de lancer... Absolument personne, vous exagérez un tout petit peu. En tout cas, il n'y a pas de majorité dans le pays. En tout cas, du côté du gouvernement, il y a une volonté de le maintenir. Mais je vous laisse dérouler. Il n'y a pas de majorité parlementaire. Et même quand on interroge, ça précarise les travailleurs. Et même quand on interroge les petits patrons, ils vous expliquent majoritairement que ça ne créera pas un seul emploi, ça ne les incitera pas à embaucher, ce qui est quand même normalement l'objectif de cette loi. Ma question portait sur les grèves sur l'Euro de football, non pas sur la loi. Qu'il y ait des grèves du fait de cette loi, écoutez, ça, je crois que le gouvernement doit s'en prendre à lui-même. Il a fait passer cette loi, il a utilisé cette violence, cette forme de violence qui est le 49.3, il a fait passer la loi d'ailleurs à la demande de l'Union européenne. Pour le reste, que les travailleurs évitent de faire passer d'autres revendications pendant la période de l'euro, on pourrait le souhaiter, bien sûr, ne pas profiter de l'euro pour faire passer d'autres revendications plus catégorielles. Mais on ne peut pas les y obliger. Le droit de grève reste constitutionnel, ou pas euro. Et moi, je souhaiterais à la fin de tous ces dribbles-là autour du sujet, le sujet, c'est encore une fois... Non, c'est les grèves. Est-ce que la CGT, par exemple, est-ce que Sudrail doivent dire on suspend la grève pendant l'euro? Non, moi je dis au gouvernement, c'est retirer cette loi. Le responsable, c'est le gouvernement. C'est d'ailleurs un gouvernement qui sort complètement carbonisé de cette affaire, quoi qu'il arrive, loi retirée ou pas au final, de cette affaire de la loi El Khomri. Écoutez, il ne faut pas s'étonner. Quand vous avez utilisé des instruments, encore une fois, de brutalisation de la démocratie comme le 49.3, quand vous avez refusé d'écouter... Qui est dans la Constitution, hein ? Oui, bien sûr, mais écoutez quand même le peuple, ça fait aussi partie de nos principes constitutionnels et démocratiques. Il ne faut pas s'étonner qu'il y a une espèce de retour de boomerang qui est désagréable. Et moi, je différencie bien sûr les grèves, des blocages et des violences. Est-ce que les blocages ne sont pas une forme de brutalité et d'instrumentalisation du droit de grève ? Je n'accepte pas, moi, si vous voulez, les blocages et les violences, mais je ne les confonds pas avec la grève, avec les mouvements sociaux qui font partie d'abord de notre Constitution et ensuite qui sont une sorte de réponse à ce qui est tout sauf une France apaisée, puisque nous souhaitons une France apaisée. Si vous voulez, moi je pense que le gouvernement devrait mettre son entêtement, parce que là il s'entête pour rien, ailleurs. Et c'est là qu'on l'attendrait. Je veux dire, les réformes, moi je pense qu'elles sont possibles dans notre pays, à condition qu'elles n'aillent pas toujours dans le même sens. Ce qu'on appelle réforme aujourd'hui, depuis des années, sous la droite comme sous la gauche, c'est simplement des reculs sociaux. C'est simplement une espèce d'adaptation de la France à la mondialisation sauvage. Mais ça n'est pas ça une réforme. Une réforme, elle est porteuse de sens, elle est porteuse de progrès. Ça pourrait être, par exemple, de travailler pour qu'il y ait plus de capital risque en France, pour financer nos PME. Ce serait, par exemple, de se retirer des négociations TAFTA. C'est ça, de vraies réformes de progrès. Sur le sujet social, est-ce que, imaginons que ce qui est votre souhait, en tout cas un jour, que vous arriviez au pouvoir, est-ce que vous réformez et le droit de grève et les conditions d'exercice des mandats syndicaux ? Non, on ne réformera pas le droit de grève. Non. Si vous entendez d'ailleurs dans le sens de réformer, encore une fois, un recul, c'est-à-dire non, pas forcément un recul, mais vous parliez de blocage. Est-ce que, par exemple, les contrôleurs aériens qui vont être en grève au moment du démarrage de l'euro, est-ce que c'est une situation de blocage ou est-ce que c'est un exercice normal du droit de grève ? Si c'est un exercice normal du droit de grève, ça l'est, même si on peut le regretter et même si on pourrait leur demander de le faire au moins après l'euro pour éviter les désagréments, mais ça c'est autre chose. Mais personne ne peut les y empêcher. Mais si vous voulez, moi je pense qu'il faut aller à la racine. Il faut réformer complètement le paysage syndical français et l'ouvrir, le libérer. Parce qu'aujourd'hui, on vit sur des centrales syndicales qui ne représentent plus grand monde et qui sont elles-mêmes en réalité victimes de ce manque de représentativité. Donc il faudrait, dans l'intérêt de tous et du dialogue social, libérer le paysage syndical français, qui est des syndicats plus représentatifs et qu'on cesse par exemple d'avoir des centrales syndicales qui systématiquement en France accompagnent l'Union européenne et accompagnent l'immigration massive. Ce qui est incompréhensible parce que ça ne va pas dans le sens des travailleurs. Et deux, on n'aurait pas eu ces désagréments si on avait eu une vraie démocratie parlementaire. S'il y avait aujourd'hui 150 députés Front National à l'Assemblée, je peux vous dire que les débats sur la loi El Khomri... la loi El Khomri n'existerait plus déjà, et il y aurait probablement une motion de censure votée, et on aurait de vrais débats de fond pour aller sur les vrais sujets. Si on reste sur un D'où la proportionnelle intégrale. Si on reste sur un sujet qui reste un vrai sujet, grande manifestation le 14 juin à Paris,
CGT, FO, d'autres syndicats aussi appellent à cette manifestation. Nous sommes en état d'urgence. Problème ou pas problème? Oui, enfin, on est en état d'urgence sur le papier, parce que de toute façon, manifestation du 14 juin ou le reste, le gouvernement ne maîtrise plus rien du tout. Écoutez, donc on laisse faire? Cette manif, il faut l'autoriser, il faut la laisser se dérouler normalement, ou est-ce qu'on est en état d'urgence? Je ne vois pas de... Écoutez, sauf prescription contraire, mais je ne vois pas de raison de l'interdire, puisqu'on a bien autorisé l'occupation de la place de la République pendant, je ne sais même pas si ça continue d'ailleurs, on n'entend plus parler, mais depuis plus d'un mois, la place de la République avec tous les dérives, les casses, les violences qui se sont accompagnées ont été autorisées. On a autorisé les fan zones pour l'euro, on parle de l'euro. Vous comprenez ou vous condamnez? Ah non, moi je demande l'interdiction des fan zones. Le problème de l'euro, ce n'est pas qu'un problème de mouvement social, c'est un problème de sécurité, bien sûr, tout simplement. On s'est rendu compte lors d'un match récent au Stade de France que on n'était pas prêt, que ça s'était mal passé, que le fait d'avoir privatisé une partie de notre sécurité, de l'avoir externalisé, c'était une mauvaise chose. Nous sommes pour l'interdiction des fan zones, parce que c'est un risque qu'on n'a pas à faire courir à nos compatriotes. On n'a qu'à davantage aider, en revanche, les cafetiers, ceux qui normalement profitent de l'euro, plutôt que de conduire tout le monde vers des zones un peu commerciales, un peu marketing et dangereuses, un peu, à mon avis, plus dangereuses que les stades, peut-être? Oui, ou que les cafés. Les lieux normaux de rassemblement pour les matchs, si vous voulez. Et puis, pour le reste, cet état d'urgence, il est simplement sur le papier, puisque aucune mesure n'a été décidée sur le fond. On n'a pas fermé, ou à part peut-être une ou deux, on n'a pas fermé les mosquées radicales, on n'a pas rétabli les frontières nationales de la France, on n'a pas pris les vraies mesures. Toujours sur les affaires liées au foot, la polémique il y a quelques jours autour du sujet du racisme supposé de Didier Deschamps, vous en avez pensé quoi? Moi, j'ai trouvé ça lamentable. Comment on peut se permettre d'accuser le sélectionneur et en partie le peuple français de racisme pour échapper à ses propres turpitudes et ses propres responsabilités, en l'occurrence l'affaire Benzema notamment. Ouais. Moi je trouve ça absolument lamentable. Vous savez, mais ça ne m'a pas étonné. On a élevé les gens, les pseudo-mouvements antiracistes ont mis systématiquement sur leur nez des grosses lunettes racialistes, où tout s'expliquait... Est-ce que c'est des lunettes racialistes? C'est-à-dire que tout était expliqué sous l'angle de la couleur de peau ou de l'origine. Et en réalité, eh bien, écoutez, certains se sont servis de cette grille de lecture, et donc tout ce qu'ils voient forcément prend sa source dans le fait d'une discrimination raciale ou liée à la couleur de la peau ou à l'origine. Non. Je pense qu'il faut sortir de cette grille de lecture absolument délétère qui divise la société française. Il faut que chacun retrouve le sens des responsabilités personnelles et qu'on arrête de voir des Français selon la couleur de la peau ou l'origine ou la communauté. Il faut qu'on recrée du collectif. Et pour recréer du collectif, tous les Français, comme disait recréer du collectif, c'est lutter contre le communautarisme et arrêter l'immigration parce qu'il n'y a pas d'assimilation si on continue avec l'immigration massive. Ça représente toute la France ? Oui, elle représente toute la France et on souhaite évidemment sa victoire, mais j'aimerais qu'on y mette un peu moins de politique et d'idéologie. Je pense que ça n'est pas une bonne chose que d'enfermer les gens dans une couleur de peau. On l'a fait, ça a donné black, blanc, beurre. Est-ce que ça a été un gain pour la société française? Je ne crois pas. Je pense qu'au contraire, on a essentialisé les gens. Un dernier mot, la loi Sapin 2, dite loi Sapin 2, une loi arrive à l'Assemblée nationale là et elle va entre autres évoquer le cas du salaire des patrons. Michel Sapin dit par exemple que ce serait bien de limiter, comme c'est le cas dans les entreprises publiques, le salaire du patron à 25 fois plus que le salaire minimum de l'entreprise. Est-ce que cette règle doit s'appliquer aux footballeurs ? Alors, sur les footballeurs, on sait qu'il y a des dérives et que l'argent a largement pourri le système. Trop d'argent. Nous sommes sur l'affaire des patrons. Nous considérons qu'un salaire décent, c'est 1 million d'euros par an, à peu près. Mais on n'est pas pour une limitation, puisqu'il y a la libre entreprise. En revanche, on considère qu'au-dessus d'1 million d'euros par an, c'est de la responsabilité de l'actionnaire que de rémunérer autant, mais ça doit être pris sur les dividendes versés aux actionnaires. Tout ce qui dépasse 1 million d'euros par an doit être pris sur les dividendes, sans limitation par la loi forcément. Sur les footballeurs, oui, on aimerait retrouver un peu de décence, un peu de sens de la mesure, un peu de sens du sport et de la compétition, et non pas simplement du fric et de la frime. Ça commence le 10 juin. Merci beaucoup, Florian Philippot. Merci à vous.